restauration en général et dans les bars à cocktails en particulier, à la fois en France, que ce soit à Paris, au Havre ou à Rennes désormais, mais aussi à l'étranger, en Nouvelle-Zélande ou au Canada, en Espagne également. Et ce qui m'avait beaucoup plu dans les cocktails en particulier, c'était le fait de voir que d'une ville à l'autre, voire d'un pays à l'autre, justement les habitudes de consommation sont très très différentes. Et notamment en France, c'est pas vraiment dans notre ADN. En général, on connaît vaguement le mojito, le spritz, mais pour la grande majorité des gens, ça s'arrête à peu près là. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous pratiquez un peu souvent? Ou est-ce que c'est fait de votre côté? First time. Pour qui ce sera la première fois? Parler vaguement de pisco et de tequila, donc déjà c'est quelque chose Il y a que tout le tous monde les alcools à la maison, il y a le matériel, il y a les mixeurs, il y a... D'accord. Il manque quelques trucs que j'ai pas encore trouvés. Ça marche. Non, je les emporte pas. Là. Ok, parfait. Donc, ouais, vous verrez qu'il y a effectivement pas mal de choses sur la table. Les étoiles et les palaces. Parce que justement, quand les hommes et femmes d'affaires nord-américains venaient en Europe, ils logeaient dans ces établissements, ils voulaient retrouver ce qu'ils aimaient chez eux. Et donc, c'est pour ça que des bars comme le Ritz ou des établissements un peu dans cet esprit ont des bars qui ont maintenant des décennies, voire presque un siècle. Si vous avez chauffé de la céréale, à la fin vous avez du whisky. Encore une fois, c'est très simple. Vous avez le choix à la fin, soit de mettre directement en bouteille, comme la vodka par exemple, soit de faire vieillir dans des fûts. Donc vous mettez dans des fûts, et avec le contact avec le bois et l'oxygène qui passe malgré tout à travers les pores du bois, le liquide va du coup récupérer des arômes supplémentaires, et notamment va changer de couleur. Donc c'est pour ça que le whisky il a été vieilli 3 ans minimum, ça peut aller beaucoup plus, mais c'est 3 ans minimum en général. C'est le cas aussi pour des potentiels tequila, des potentiels rhum. Mais voilà. Pour revenir sur le vermouth ou le porto. Le porto, donc vous avez la fermentation qui commence, et pouvoir continuer à manger le sucre du raisin. Donc il va vous rester encore du sucre du raisin. Et c'est pour ça que le porto est très doux. Pour le pinot des Charentes, il n'y a même pas de fermentation. Vous prenez du jus de raisin, vous rajoutez du cognac, donc bim, votre taux d'alcool augmente à 15, 18, 20 degrés potentiellement. Et donc vous avez toute la sucrosité de votre jus de raisin qui est encore là, mais avec votre degré d'alcool plus fort. Pour le vermouth, c'est un petit peu différent. Là, vous avez du vin normal et vous rajoutez ensuite du sucre et des épices. Donc Martini, c'est la marque la plus célèbre de vermouth. Mais vous avez aussi Prat ou Dolin qui sont des vermouths français. Et donc là, c'est du vin avec un petit peu d'alcool en plus pour fortifier le vin. C'est techniquement un vin fortifié, pas un vin cuit. Et donc c'est du vin, en général du vin blanc, un peu de sucre, et ensuite des épices, des arômes, et ainsi de suite. Les vermouths blancs sont plutôt sur des arômes un peu floraux, avec de la camomille ou des agrumes, mais plutôt du citron. Les vermouths rouges, vous allez avoir plutôt quelque chose d'un peu épicé, avec de la fève de tonka, du cacao, de l'orange, des choses un peu dans cet esprit-là. Et donc, Martini, c'est l'une des marques les plus célèbres. Et vous avez du coup là un vermouth sans alcool, donc c'est avec du vin désalcoolisé. Et ensuite, de la même manière, du sucre, des épices, et ainsi de suite. Donc cette version-là, elle s'appelle floréale, elle est plutôt florale, avec notamment de la camomille à l'intérieur. Et vous avez une deuxième version juste là, qui est la version Vibrante. Donc celle-ci est un peu plus sur l'amertume et avec de la bergamote, dedans. N'hésitez pas d'ailleurs tout à l'heure, je vais vous parler pas mal d'ingrédients que vous n'avez peut-être encore jamais connus jusqu'ici, à les sentir, voire éventuellement à les goûter pour que vous voyez un peu ce qu'il en est. Ah oui, c'est aussi de votre produit de départ, ce qui sera le cas notamment de cette gamme, que ce soit le whisky ou le rhum. Alors, c'est des produits qui sont assez intéressants à travailler en cocktail, parce que justement, vous allez avoir le profil aromatique du produit originel qui va se reproduire. Par contre, c'est pas du tout intéressant à boire seul. C'est vraiment pas genre le petit whisky à côté de la cheminée. Ça, c'est parce que quand vous avez un whisky sans alcool, vous enlevez 40% de ce qu'un whisky est techniquement. Donc vous perdez toute la puissance de votre produit original. Et si vous le buvez seul, ça aura juste le goût d'eau aromatisée. Et bref, assez décevant. Mais en cocktail, c'est assez bluffant parfois. On pourrait, je pense, même si on n'a pas trop l'habitude d'en boire, pouvoir se faire. Je pense qu'on peut un peu se faire avoir par rapport à ça. Et voilà pour ça.
Est-ce que vous avez des questions? Je te brief pendant 2-3 minutes sur ce qu'on va faire globalement. Ok, merci. Pas de souci. Et c'est dans l'ensemble beaucoup de gros groupes. En tout cas pour le vin, je sais que c'est ce qu'avait pêché un peu quand j'avais été voir des cavistes, quand je leur demandais du vin sans alcool. C'est que, semble-t-il, les cavistes veulent bosser en général avec des petits producteurs, parce que les petits producteurs en général sont un peu amoureux du vin, donc ils ont des petites parcelles, leurs raisins, ils essaient d'en faire du vrai vin. Et donc c'est plutôt les gros producteurs qui peuvent se permettre de consacrer une parcelle de leur culture à ça qui s'en occupe. Et aussi, en fait, ça demande vu qu'il faut le redistiller, enfin il y a tout un processus derrière, c'est aussi des investissements qui sont assez lourds. Et du coup, faut déjà avoir les reins un peu solides financièrement pour pouvoir le faire. Non, effectivement, il y a plus de réunions. Je pense pas que les tâches soient un souci en soi. Ouais. Sinon, vous en avez aussi. À son petit brin? Ouais, effectivement, on peut reprendre un petit peu. La première fois qu'on check, c'est assez rare de l'avoir. Mais d'avoir une petite touche de fine bulle sur le dessus, c'est vraiment un détail, mais ça rend le cocktail un petit peu plus vivant, un peu moins plat. Il y a beaucoup de choses comme ça dont je vais vous parler qui sont prises séparément des détails. Mais détail plus détail plus détail, ça fait un peu la différence. Et du coup, les deux autres raisons, en fait, à l'intérieur, on va mettre de la glace également. Et donc ça va être de refroidir. Parce qu'effectivement, quand on va secouer, les ingrédients vont passer plein de fois justement en contact avec la glace, donc les ingrédients vont se refroidir. Mais en parallèle, la glace, elle, va se réchauffer et va fondre un petit peu. Donc ça, c'est pas un genre de dilution dont on veut parce que ça aura juste le goût d'eau au cocktail. Donc quand c'est avec parcimonie, ça vient baisser un peu le degré d'alcool général et ça rend le cocktail plus facile à boire et plus rafraîchissant. Donc mélanger, refroidir, diluer et aérer. Ça, vous pourriez faire, là on va pas le faire, mais vous pourriez faire un test éventuellement. Une chose qu'on va pouvoir faire tous ensemble, tout d'abord, ça va être de glacer notre verre. Donc le verre qu'on va utiliser au début, ce sera celui-ci, qui est un Nickel Nora. Et l'idée, ça va être de mettre environ 3 glaçons à l'intérieur. On les enlèvera après, ne vous en faites pas, il y aura de la place pour le cocktail. C'est un plat qui sort du four, vous n'allez pas le servir dans une assiette qui est glacée. Là, notre cocktail, on veut qu'il soit frais le plus longtemps possible. Du coup, on va essayer de le servir dans un verre qui est lui-même frais. Donc, soit en mettant de la glace à l'intérieur, soit éventuellement, si vous avez pris un peu le temps de le faire en amont, 5 minutes au congélateur et ce sera parfait. Ça encore, c'est un petit détail, mais qui fait aussi un peu la différence. Ne vous en faites pas, la glace, on s'en débarrassera après. Il faut quand même un peu de premier temps, comme ça vous pouvez voir les différentes étapes et vous pourrez le réaliser ensuite. La première chose, c'est plus ressortir de l'amertume que de la fraîcheur. L'idée, ça va juste être de la claquer une fois pour casser un peu les cellules aromatiques de la feuille et que ça libère un peu l'arôme. Donc juste dans la main, voilà. Et normalement, les personnes qui sont juste à côté de moi, vous devriez pouvoir commencer à sentir la menthe qui se dégage. Ensuite, on va mettre du sucre et du citron. Donc ça, c'est un sirop de sucre que j'ai fait juste avant de venir. 50% de sucre, 50% d'eau. Il n'y a pas besoin d'acheter du Canadou au supermarché du coin. Par contre, si vous le faites, attention. Et il y a un trait à l'intérieur, c'est 45. Avec tout ça, normalement, vous pouvez faire à peu près tous les cocktails qui existent et il n'y a pas trop de soucis. Donc, on mettra 22,5 de sirop de sucre. Ensuite, la même dose de jus de citron. Ça, pareil, jus que j'ai pressé avant de venir. Le jus d'agrumes, ça se conserve pas très longtemps. Et on finira avec 45 de vermouth sans alcool. Ça reste ici. Environ 5-6 glaçons dans la grande partie du shaker. La petite partie, on vient la verser dans la grande.
on serre un tout petit peu, mais pas forcément besoin de le faire comme un malade non plus, parce qu'en fait avec le froid, le métal va se contracter et ça va rendre justement la jonction hermétique ici. Donc ça ne devrait pas fuir, normalement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, l'idée, ça va être d'aérer, de mélanger, de refroidir, de diluer. Donc il va falloir être un peu brutal. L'idée, c'est pas de faire ça. Là, il se passe rien, l'air il est là, les ingrédients sont ici, enfin bref, il n'y a pas beaucoup d'échanges. L'idée, c'est plutôt de l'avoir à l'horizontale et d'avoir un bruit un peu comme ça. Donc juste avant en arrière, et il faut vraiment que la glace vienne se fracasser contre les deux extrémités. Là vous voyez, ça commence déjà à givrer. Si c'est la première fois que vous le faites, vous allez voir au niveau des phalanges, c'est assez froid. Et on fait ça pendant 10 secondes environ. Si vous avez un peu de mal à l'ouvrir, il faut le taper légèrement sur le côté. Ensuite, cette fameuse chose là, c'est une passoire. Ça va nous permettre de retenir le gros des glaçons et le gros de la menthe, sauf que du coup on a été un peu brutal, donc il y a encore des cristaux de glace qui se sont brisés, il y a des petits morceaux de menthe, et donc on va les retenir avec une passoire fine, et on vient verser le tout dans notre verre. Donc là je vous ai pas menti, il y a encore plein de cristaux de glace là. Donc ça, si c'était dans le verre, ce serait pas c'est pas mortel, mais du coup ça flotterait sur votre cocktail. Quand vous allez avoir votre première gorgée, ça rentre dans la bouche et ça fond immédiatement au contact de la langue. Du coup, ça va faire un peu l'effet caipirinha tout à l'heure. Un goût d'eau avec un peu de cocktail qui l'entoure. Du coup, pour moi, ça c'est vraiment un détail. Enfin, si je suis en bar et que le barman fait pas ça, j'avoue que je suis. Bon, après, on est tous critiques sur sa propre profession, mais bref. Ça c'est un détail qui pour moi a une certaine importance. Et pareil, les petits morceaux de menthe, si jamais c'est aussi là-dedans, ça se retrouve entre les dents. Et pareil, on ne veut pas ça. Donc la petite dans la grande. Elle est bonne manière. Ouais, alors ça pour le coup, en général, ça se fait quasiment plus. Pourquoi? Honnêtement, c'est assez intéressant de voir justement qu'il y a des modes dans ce milieu-là qui est assez incroyable. Ouais, mais du coup, c'est vrai que je pense que c'était très. Je pense que dans les années 80-90, ça se faisait énormément. Et du coup, je dois avouer que moi qui du coup ai fait un peu ma carrière dans les années 2010, ça fait un peu kitsch pour moi. Mais encore une fois, ce qui est intéressant avec les modes, c'est qu'on les juge toujours avec un peu de dédain a posteriori, mais en réalité, si j'avais été là 20 ans après, j'aurais fait que ça de vie. Mais c'était pas parce que ça dénaturait le cocktail? Non, pas forcément, pas nécessairement. Mais maintenant, vous avez toujours un petit peu ça, mais plus avec du sel sur des cocktails style margarita par exemple. Mais en général, on ne va pas givrer l'entièreté du verre. On givre la moitié potentiellement pour laisser aux gens le choix de faire ce qu'ils veulent par rapport à ça. Alors là, le chef de bar de l'époque vient de partir, mais pour moi, c'était la carte la plus originale de la vie. Après, la meilleure, ça, c'est pas à moi de le dire, ça dépend vraiment des gens. Mais ouais, c'était des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire. Après, il faut toujours faire un peu attention avec le fait de sortir de l'ordinaire, parce que quand on est barman, notre ordinaire, c'est pas l'ordinaire du client lambda. Enfin, lambda, c'est pas des livres, mais quand on baigne là-dedans depuis longtemps, on a toujours envie de faire quelque chose de plus original. Mais quand on est là-dessus sur l'ordinaire, les décors, en plus, c'est difficile d'avoir le relation des décors. Donc, pour faire côté.